Et donc on termine avec Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Tu voulais perspective 2023. Je t'ai dit de quoi on parle, tu m'as dit perspective 2023. Et alors on va parler, Chine-Russie, mais tu me dis pas inflation. Ah non, désinflation au contraire. Ah, et toi aussi, alors il se trouve que hier on était avec certains de tes confrères qui disent c'est fini. Non, c'est ce qu'on appelle fini. Et ça va retomber très très vite. En fait, donner des chiffres après parce que en gros, si tu veux, on va rentrer dans une idée à 2-3%. Pas l'année prochaine, je pense pas. Pas l'année prochaine. Et eux, ils disaient décembre 2023, on est retombé à 2 décembre. Ils sont très ambitieux. C'est un an. Oui, mais l'inflation décembre 2023 et en fait, on va plus. C'est en Europe ou aux États-Unis En Europe. À 2% fin 2023, j'aimerais bien voir ça. Alors tu dis quoi, toi? Non, je suis un peu plus haut quand même. Déjà, moi, au T2, c'est déjà pas mal. C'est au printemps. T2, donc c'est-à-dire au printemps prochain. Au printemps prochain, glissement, on est à 4 aux États-Unis, on est encore à 6,5 en zone euro quand même. Ah ouais. Voilà, donc il y a ça, donc il y a un écart. Tu vois un truc s'enclencher ou pas? Parce que c'est ça la question. Il est enclenché. C'est pas que je le vois. Aux États-Unis, le dernier chiffre était à 7,7, c'était à 9,1. Au mois de juin, donc tu as un vrai truc. C'est pas la peine de dire ça va venir, c'est là. Sauf que ça part de haut, quoi, c'est tout. Ça part de haut et ça va se... Ah oui, tu veux dire la désinflation. La désinflation. Mais donc cette fameuse boucle prix-salaire, etc., les indexations dans tous les sens, machin, qui entretiennent l'inflation? Non. Ça, les banques centrales ont réussi un truc, c'est qu'ils ont cassé les anticipations. Voilà. Ça, c'est très important. En plus, on bénéficie... Alors, dans le mouvement actuel, on bénéficie d'un ou deux éléments très importants. C'est l'amélioration considérable au niveau des chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire le fret maritime, le prix du fret maritime qui s'est écroulé. Donc ça favorise quand même une désinflation très forte au niveau du prix des biens. Ça, c'est quand même très important. La récession nous aide aussi, inexorablement. Le dollar fort aide beaucoup aussi aux États-Unis pour limiter la casse. Donc tout ceci est de nature quand même à enclencher un processus de désinflation, mais qui ne doit pas être trop rapide et qui doit évoluer dans le temps. Il ne faut pas qu'il soit trop rapide. Pourquoi il ne faut pas qu'il soit trop rapide? S'il est trop rapide, ça veut dire que la demande s'effondre implicitement. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la récession est beaucoup plus sévère. Moi, j'ai une récession en zone euro relativement soft, si tu veux. Donc ça veut dire que sur leur ligne de crête, les banques centrales ont bien joué alors, Jean-Pierre. C'est pas mal, pour l'instant, c'est pas mal fait. D'ailleurs, le meilleur là-dedans, même s'il a un peu de chance, c'est Powell, parce que finalement, il y a la désinflation. Il a cassé les anticipations d'inflation des ménages, des marchés, des investisseurs, etc. Et pour l'instant, il n'y a pas de récession. Il n'y a pas de récession. L'emploi se maintient bien, un peu trop bien pour lui. Mais... Et tu as même un effet d'appel avec les subventions publiques, le fameux Inflation Reduction Act, et toutes ces histoires-là. Oui, et plus la désinflation qui va donner du plus c'est ça. Au revenu disponible. Donc, pour l'instant, je veux dire, éviter de justesse même, mais éviter la récession, c'est quelque chose de plausible. Alors franchement, il y a 3 mois, moi je pensais que, même si elle allait être soft, que c'était quelque chose de relativement évident. Parce que vu le durcissement des conditions financières, quand même, qui est un des durcissements les plus forts depuis 40 ans. Ah oui, c'est ça. Tu m'expliquais, parce qu'on se parle régulièrement, qu'on n'avait jamais vu ça, quasiment. Voilà, les conditions de crédit, les conditions sur les marchés, la baisse de la bourse, plus l'incertitude géopolitique, plus la baisse de la demande mondiale. Enfin, ça faisait quand même énormément de choses. Et donc, ça veut dire, on va aller sur la Russie et la Chine, mais donc ça veut dire que... Alors, 2 questions subsidiaires. La prochaine hausse de taux Banque Centrale Européenne, c'est une hausse de taux Trichet 2008, c'est-à-dire ils la font déjà à contre-temps, leur prochaine hausse de taux? Écoute, de toute façon, non, c'est pas Trichet 2008, parce que là où Trichet s'était trompé, c'est qu'il croyait justement à un redémarrage des anticipations d'inflation, alors que ce qui nous arrivait à vitesse grand V en pleine figure, c'était un choc puissamment déflationniste, c'est-à-dire... Non, c'était juste... C'est pas la même chose, c'était juste le truc à contre-temps, quoi. La hausse de taux qu'il ne faut pas faire. Juste avant celle de... Mais la prochaine qu'on va faire, là, c'est la même chose? C'est une hausse à contre-temps? Non, je pense pas, parce que... L'Europe est quand même à 10,5 d'inflation. Il y a 3 points d'écart quand même avec les États-Unis, quasiment. Donc là, il faut quand même... Voilà. Il faut quand même encore casser... Parce qu'on est affaibli, et donc il y a besoin d'en mettre un peu plus maintenant. Donc après, tout va dépendre de ce qu'ils vont annoncer aussi en termes de quantitative tightening, c'est-à-dire réduction du bilan. Ce qu'ils feront pas au niveau des taux, ils le feront peut-être au niveau de la réduction du bilan. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont 2 instruments. La réduction du bilan, ça veut dire moins soutenir la dette publique européenne.
Ouais. Ah non, mais voilà, c'est pour là que j'ai besoin d'explications. Les flux nets qui vont baisser, les flux nets d'achat d'obligations publiques qui vont baisser, c'est pas grand-chose par rapport au stock. Et toute la littérature académique montre bien que ce qui compte pour le taux d'intérêt d'équilibre, c'est le stock, et pas le flux de quelques dizaines de milliards d'euros. Mais si tu réduis le bilan, tu touches à ton stock. Oui, mais très progressivement, extrêmement progressivement. Tu vas voir que le bilan restera quand même très 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 élevé l'année prochaine, bien plus élevé qu'il n'a jamais été. Voilà, donc, non, mais de toute façon, c'est leur intérêt d'agir graduellement. Et je pense qu'ils y parviendront, aidés en cela par, effectivement, la détente des prix de l'énergie, des prix des biens manufacturés, et puis de la récession. La détente des prix de l'énergie, Jean-Pierre, c'est-à-dire, le sujet est quand même... Alors oui, évidemment, enfin, le sujet ne se pose pas... Ça nous ramène à la Russie, ça. Ben voilà, ça nous amène à la Russie. Là, alors, tu l'as pas entendu, mais les gars du Shift Project qui se sont penchés très, très sérieusement sur nos approvisionnements en gaz dans les 10 ans qui viennent sont très très négatifs. En gros, on n'y est pas et on n'y sera pas. Voilà, le gaz disponible n'existe pas et n'existera pas. Je vais le dire comme ça. Donc ça veut dire de grosses tensions sur les prix. Donc ça veut dire sans doute des subventions massives si tu veux que l'industrie parte pas complètement à la casse ou parte pas aux États-Unis, notamment en Allemagne. Il ne faut jamais extrapoler Rapproche-toi un peu du micro, Jean. Il ne faut jamais extrapoler le passé récent. J'admire ceux qui se projettent à 10 ans. Non, mais heureusement. Enfin, oui. Mais le gaz, tu vois, c'est quand même le gaz, il est là où il n'est pas là, quoi. Non, mais le gaz, il venait principalement de Russie, à presque 45% des besoins européens. Ouais. Poutine n'est pas éternel, cette guerre n'est pas éternelle. Ouais. Enfin, il y a plein d'autres choses. Il y a des réserves de gaz dans pas mal d'endroits au monde, au Qatar, en Iran, Turkménistan. Il faut arrêter un petit peu ce... Non, oui, mais non. Enfin bon, bref, tu liras le rapport, tu verras. On en parlera. En plus, c'est basé sur des datas norvégiennes. Donc les mecs, ils savent exactement où est leur potentiel et où sont leurs potentiels de production supplémentaire. Ils ne sont pas trop mauvais en prévision à long terme aussi. Donc tu vois, je peux t'écrire des trucs moi aussi, avec des datas qui viennent de partout. D'accord. Voilà. Donc tu es moins noir sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe. C'est surtout non, mais ça me va bien, moi, je suis pour. Je ne prétends pas, je n'ai pas la prétention de prévoir des choses qui vont se passer dans 10 ans. Il y a tellement de variables immaîtrisables, surtout des variables politiques. Alors, reste dans 5 ans. L'énergie, c'est bien... L'énergie, c'est politique. C'est bien le retour du politique. L'énergie, c'est politique, sauf quand tu as 2 gazoducs qui ne sont pas en service, que les bateaux pour transporter le GNL, tu ne peux pas les faire pousser de terre comme des pâquerettes. Tu m'aurais dit la même chose en début d'année. Tu m'aurais dit les importations de LNG, ça ne va pas suffire. N'empêche que depuis le début du mois de septembre, les prix du gaz ont chuté, la consommation de gaz a chuté. Oui. Le LNG qatari américain a considérablement allégé les choses. Oui. Voilà. Alors que tu m'aurais dit, et je pense que tes consultants là... Australien même, hein. Australien. On a importé quand même du GNL d'Australie, les mecs. Ça coûte plus cher. Ah oui, c'est vrai, le bilan carbone du truc, là, bon. Ça, n'en parlons pas. Non, pas. Mais n'empêche que ça a considérablement assoupli les choses. Donc il y aura encore des tensions parce que le pétrole russe, alors le gaz russe, on ne sait pas où il va aller. Le pétrole russe, si on sait qu'il va en Inde, en Chine, en Turquie, mais ça ne suffit pas, il manque encore un peu. Ouais, voilà. Mais il y a moins d'enjeux pour nous avec le pétrole russe. Oui. Nous, notre enjeu, il est gazier, nous, Européens. Plus gazier que pétrolier. Non, mais je veux dire au niveau des prix de l'énergie mondiaux. Parce que bien sûr. C'est mondial, en fait. Bon, l'OPEP est très dur. Continue d'être très dur, donc effectivement il y a des facteurs de tension, puis après tout le prix du baril, malgré une demande mondiale qui est quand même, qui se porte pas très bien, on est quand même encore à $83. Ouais. On est en dessous des pics du mois de mars à $130, mais on reste quand même assez élevé. Alors qu'avec cette conjoncture, on devrait être sous les 50 quoi, normalement sur le baril de pétrole. Un peu plus quand même. Avec l'arrêt de la production chinoise, avec le zéro Covid en Chine et tout ça. Avec notre modèle, on serait autour de 60. Enfin, 60, d'accord. Autour de 60. Enfin, disons, il y a $20. Alors après, on nous raconte des trucs sur le cap qu'on va mettre en place. Tout ça, c'est pas bien sérieux. Le quoi Le plafond des prix pour ceux qui... Il n'y aura plus d'importation de pétrole maritime russe pour ceux qui pratiqueront des prix à plus de $60. Enfin, personne ne croit à ce truc-là. Enfin, évidemment, tout ça va pas. Il va y avoir de la fraude. On va utiliser des assureurs russes, chinois ou je ne sais quoi. Enfin, tout ça, ça va pas. Enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, bon.
n'extrapolons pas trop. Et puis surtout, ça nous ramène à la question centrale quand même de 2022, qui a été la guerre d'Ukraine. Ouais. Parce que c'est un événement majeur, historique. Ouais. C'est quand même la première guerre européenne, vraiment la plus sérieuse, je laisse de côté l'ex-Yougoslavie, depuis 1945, qui vient de la part d'une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la plus grave menace nucléaire depuis 60 ans, depuis Cuba. Enfin, je veux dire, c'est déjà, sur le plan géopolitique, c'est un événement majeur. Et en plus, évidemment, ça a considérablement renforcé les tensions énergétiques pour nous, Européens, mais même pour le monde. Tensions énergétiques et les réflexions industrielles et tout ce qui va avec, plus les autres matières premières, parce qu'il y a aussi l'agriculture, les métaux industriels, etc., etc. Les céréales, le blé, le tournesol ukrainien. Oui, mais là, la question, elle est quasi existentielle pour l'industrie européenne aujourd'hui. Je suis d'accord. Tu es d'accord avec ça? Bien sûr. Quasi existentielle. Oui, absolument. Absolument, et là, parce que là, il y a des prix. Parce que le différentiel d'énergie avec les États-Unis, c'est x4, en moyenne. Sur l'électricité et le gaz. Voilà. L'électricité et le gaz, le pétrole moins, mais l'électricité et le gaz, et c'est fondamental, parce que ce qu'on voit augmenter depuis 50 ans, et même avant, c'est l'intensité électrique de la croissance. Tout à fait. Le fait qu'on consomme, et d'ailleurs c'est tout à fait naturel, hein, et c'est en plus... pour la partie renouvelable nucléaire hydraulique plutôt favorable du point de vue des émissions de CO2. Donc voilà. Et là, sur l'électricité, on dépend encore trop du gaz et plus marginalement, mais quand même, du charbon et un petit peu du pétrole. Et ça, ça ne se change pas à 15 jours. Voilà. Donc c'est un puissant vecteur d'accélération. Est-ce que l'accélération de la transition énergétique et climatique, donc, voilà. Est-ce que l'Europe en a les moyens? J'en doute un peu, mais ça bouge quand même rarement comme ça a bougé. Un chiffre que j'ai appris récemment, donc Nordvolt, la fameuse usine de batterie, la gigafactory de batterie que les Américains veulent attirer, qui devait se monter en Allemagne et que les Américains veulent attirer, c'est la consommation électrique de la ville de Marseille. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah oui, on en est là. Alors, ce qui est fondamental, c'est l'avenir de la Russie, en fait, hein, fondamentalement. Parce que là, il y a un élément... Est-ce qu'il continue la guerre Alors moi, je vais te dire un truc, c'est que je suis un petit peu plus positif que le consensus là-dessus, même si mon jugement est qualitatif et que je peux me tromper. Je pense que il y a des bases quand même pour espérer une stabilisation de la situation et éventuellement un cessez-le-feu. Je ne parle pas de traité de paix, hein, je parle de stabilisation de la situation. Avec le maintien de Poutine, ce qui est très important parce que les gens qui se réjouissent du fait qu'on pourrait déposer Poutine, ils ont, à mon avis, un petit peu tort. Du moins, ils vont trop vite. Parce que le remplaçant de Poutine, c'est pas forcément quelqu'un de plus sympathique. Je ne sais pas ce qui arrive à l'État russe, qui serait dans une situation probablement chaotique, à tous les niveaux, avec des armées privées. Non, mais on a le j'allais venir. On a le fondateur du commandant Wagner, des commandos Wagner qui commence à avoir des velléités politiques. Et puis une situation régionale extrêmement tendue, hein, en Tchétchénie, au Daghestan, dans les anciennes républiques d'Asie centrale. Tu retrouves la situation de 90, quoi. Oui, mais plus dangereuse. Encore plus dangereuse. Beaucoup plus dangereuse, parce que 90, finalement, c'est très très bien passé. Il n'y a pas une goutte de sang, ou pratiquement, sauf dans quelques pays baltes. Donc, ça, c'est un truc pas du tout prévu. Ouais, enfin, j'y étais un peu à moi à cette époque, ça a secoué bien quand même. Oui, mais eu égard, si on avait dit 10 ans auparavant que l'Union soviétique allait s'effondrer, le mur de Berlin, tout ça sans, avec quelques dizaines de morts, enfin, franchement, personne n'y aurait cru. Là, je pense que la situation, et même pour la Turquie, qui aurait probablement des velléités dans le Caucase, des velléités en Syrie, qui jouent un rôle un peu négatif dans la région. Ça, à mon avis, Comment est-ce que tu peux penser que les Ukrainiens, là, tels qu'on les entend, tels qu'on les décrit, tels qu'on les voit, etc., accepteraient le moindre cessez-le-feu, la moindre négociation? Ils ne sont pas tout seuls à décider, les Ukrainiens. D'abord, sans aide militaire, leur contre-offensive n'aurait jamais pu être possible. Mais oui, mais l'aide militaire, elle continue, et tout le monde veut la continuer, et on réaffirme, et Biden, et etc. C'est là, projetons-nous un petit peu. Vas-y. Moi, je pense que, d'abord, aux États-Unis, en Europe, avec la récession qu'on va connaître en Europe, et quand même les difficultés qu'on a aux États-Unis, il y a un mouvement quand même pour dire à un moment donné, comme d'ailleurs Xi Jinping et Narendra Modi disent à Poutine, ça suffit quoi, ce désordre de l'économie mondiale. On a vu ce mouvement dans les midterms, effectivement, un certain nombre de démocrates comme républicains d'ailleurs commencer à questionner l'aide inconditionnelle. Exactement, et le nouveau speaker de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, l'a dit assez clairement. Donc, puis en plus, l'approvisionnement en armes, c'est bien gentil, mais ça vient au détriment des armes utilisables en cas d'agression extérieure. Ça, il y a quand même aussi un
un sujet. Il y a l'aide militaire et puis il y a toute l'incertitude qu'une victoire trop rapide ou trop nette de Zelensky pourrait générer sur la situation à l'intérieur de la Russie ou à l'intérieur de l'ancienne Union soviétique. Donc, alors moi, ce que je pense, c'est donc ton idée, c'est cesser le feu sur. Donc en gros, c'est 1 an pour rien d'ailleurs. Cesser le feu sur. Non, c'est pas pour rien, c'est pour. Oui, avec de la destruction, c'est un bilan terrible, terrible, mais on revient sur les lignes de mars de l'année dernière. À Istanbul, les principaux protagonistes au mois de mars dernier étaient d'accord avec cette idée-là de sanctuariser de sanctuariser la Crimée en Russie, parce que ça c'est pas le sujet. Ensuite, que l'Ukraine n'appartienne pas à l'OTAN, mais de garantir les frontières, effectivement, de l'Ukraine. Parce que Poutine, là où il a fait une erreur aussi. Son annexion, là. Oui, alors ça, de rompre le principe de l'inviolabilité des frontières, il ne se rend pas compte des idées qu'il propage au sein même de la Fédération de Russie. Tout à fait. Donc ça, il affaiblit considérablement son pays. Puis alors, c'est pour ça que je ne veux pas être complaisant à l'égard de Poutine. Il a fait perdre 10 ans ou 20 ans à son pays. Il a perdu du savoir-faire des jeunes, de centaines de milliers de jeunes apparemment, d'après ce que j'ai lu, qui ont quitté la Russie depuis le début de la guerre, et plus nettement à partir de l'automne dernier, lorsqu'il a décidé la mobilisation partielle de 300 000 hommes. Il a perdu des investissements directs étrangers qui reviendront pas avant des années et des années. Donc, il a perdu du savoir-faire, de la technologie pour un pays qui était déjà pas en avance et pas dans le sens de l'histoire, parce que à part les hydrocarbures, si tu veux, quand tu regardes la balance commerciale russe, elle est déficitaire. Et les hydrocarbures, il s'est quand même renseigné, il sait bien que dans 20 ou 30 ans, ça aura beaucoup moins d'importance. Donc pour l'avenir de son pays, il a détruit encore un peu plus son pays. Donc je suis pas du tout complaisant à l'égard de Poutine, mais je pense que il faut réguler Zelensky. Non, mais c'est intéressant. Il faut réguler Zelensky. Et réguler Zelensky de façon intelligente, de façon crédible. Alors à mon avis, l'Europe, à part la Pologne et les Pays-Baltes, elle n'est pas trop crédible auprès de Zelensky. Je pense que Scholz et Macron n'ont pas, me semble, pas beaucoup de crédibilité. Par contre, les États-Unis, eux, ils ont toute la possibilité. Le problème est que les États-Unis souffrent moins que nous. Voilà. Mais il y a quand même, comme tu le faisais observer tout à l'heure, des voies. Puis, tu sais, les guerres comme le disait le prince Machiavel, hein, tu les commences quand tu veux et tu les finis quand tu peux. Tu sais, il y a un truc qui joue dans ce genre de conflit, c'est la lassitude. La Chine, Jean-Pierre. L'autre enjeu. Oui, la Chine, avec la réélection de Xi Jinping pour un 3e mandat, je crois que la Chine connaît des problèmes importants, à la fois de court, moyen et long terme. Alors, de court terme, c'est zéro Covid. Ça, pourquoi il maintient ce truc-là? Ça, c'est... Alors, probablement parce qu'il n'a pas de vaccin. Enfin, c'est ça son sujet. Je sais. Enfin, il n'a pas de vaccin qui soit efficace. Voilà. Le même degré d'efficacité. Il n'a pas encore de vaccin ARN messager susceptible d'être aussi efficace que ceux de Pfizer, BioNTech, etc. Il n'a pas le choix. Donc, il n'a pas le choix. Si, il pourrait faire ce que tous les autres ont fait, pratiquement, c'est-à-dire importer des vaccins de l'extérieur. Ah oui, bien sûr. Mais sinon, il peut pas lui non plus envoyer. En plus, il a 10 millions de ses vieux à la mort, quoi. Voilà, non, ça il peut pas. Politiquement, je pense qu'il peut pas. Sauf, il peut pas tout planquer. Ça, c'est pas possible. Ce serait une humiliation. Surtout que jusqu'à présent, il continue de dire, et d'ailleurs, il l'a dit dans son discours au 20e congrès, il continue de dire que la Chine s'en est mieux sortie que les pays occidentaux parce qu'elle a sauvé la croissance en 2020. C'est vrai qu'elle est le seul pays avec Taïwan qui a une croissance en 2020, par exemple, 2,5%. Donc il dit ça. Du point de vue des vies humaines, alors le chiffre officiel est très favorable effectivement à la Chine, donc il tient ça. Puis je pense que aussi ça a été un moyen de mieux contrôler la population aussi. Oui, mais enfin, il en a vu les limites à ce moment-là. Si c'est ça, il en a vu les limites. Oui, il en a vu les limites, mais en même temps, il ne peut pas démanteler tout le système qu'il a construit. Non, très clairement. C'est un peu difficile, si tu veux, pour lui. Donc, voilà, ça c'est un problème de court terme. Un problème de moyen terme, c'est le retournement immobilier. Xi Jinping, il regarde le moyen terme. Il ne veut pas de bulle immobilière destructrice comme en 2007-2008 aux États-Unis. Donc, ça, d'ailleurs, il le dit très clairement. Il y a juste des petits ajustements au niveau local. Quand il voit que ça tangue un peu trop sur les promoteurs, il lâche un peu, mais sinon, il n'est pas question de reflatter le marché immobilier. Sinon, il y a des problèmes plus de moyen long terme et plus graves, c'est le déclin démographique. Et j'ai regardé, il n'y a pas très longtemps, la situation démographique de la Chine. C'est pire que ce qu'on disait il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Hein. C'est-à-dire que, par exemple... Le déclin s'accélère, tu veux dire. Le déclin s'accélère. D'ailleurs, même en 2023, l'Inde, la population indienne va probablement dépasser la population chinoise, enfin du moins de la République populaire de Chine. Et sur la population en âge de travailler, ça décline très nettement. Il y a des études de l'ONU, d'ici 2030 ou 2050, qui
l'objectif d'ailleurs de dépasser les États-Unis en 2035 là est challengé par ça. Ce d'autant que s'ajoute un autre problème de moyen long terme, c'est la capacité pour la Chine de franchir les nouvelles étapes de transition technologique sans l'apport américain. Ça aussi, il y a un sujet un petit peu compliqué pour lui. Bon, et tout ça nous amène au retour de la superpuissance américaine. Au retour de la superpuissance. D'ailleurs, la Chine, c'est ça le truc là quand même, qui se dessine devant nous. Sur la Chine, c'est qu'elle nous rend un peu service actuellement sur les pénuries d'énergie, parce que si la demande était remontée très fortement, on aurait des problèmes sur le prix du gaz, LNG notamment. Tout à fait. Voilà, et sur le pétrole probablement également. Donc de ce point de vue, on ne peut pas non plus trop se plaindre. Voilà, de ce strict point de vue. Après, moi, Taïwan, si tu veux, la truc à Taïwan, j'y crois pas. Enfin, par horizon prévisible. Alors, ton super cabinet de consultants va dire que certainement d'ici 2030, ils vont envahir Taïwan. Il parle que du gaz. Non, mais je suis sûr qu'il pourra le dire, mais ça sert à rien. Non, c'est François Langlais qui est venu nous voir il y a quelques jours. Il dit que, inéluctable. Il a discuté avec Xi. Il n'y a pas de problème avec François. C'est intéressant. Il faut écouter ce qu'il dit. Et moi, si je te dis qu'il y a, je crois, 160 km de côte sur Taïwan, que Taïwan a des armes anti-invasion extrêmement perfectionnées. Ouais. Si je te dis que pour la Chine, il n'est pas question de détruire Taïwan, je ne vois pas l'intérêt. Non, c'est le peuple chinois, d'ailleurs. C'est 25 millions d'habitants. C'est pas rien. Que si Xi rate son coup, c'est fini pour lui. Ça, c'est une certitude. Le risque est symétrique en relations internationales. On a l'impression... Oui, et puis la grande différence, c'est que là, Biden a dit qu'il irait, alors que sur l'Ukraine, il avait dit ce qui restera complètement incompréhensible dans cette histoire, avant même que Poutine attaque, qu'il n'irait pas. Voilà. Donc, avant même de ce que raconte Biden, il y a l'accord de 79 qui avait suivi la reconnaissance de la République populaire par les États-Unis d'Amérique. En 78, à l'époque de Carter, et il y a une convention assez ambiguë. C'est pas l'article 5 de l'OTAN, mais il y a quand même, on prévoit quand même un certain nombre de soutiens. Donc voilà, moi j'y crois pas ce truc-là. Le risque est totalement symétrique. Xi Jinping se souvient très bien de Khrouchtchev. Tu sais ce qu'il disait, Khrouchtchev? Il disait d'ailleurs en 61. En 61, ce sera la conclusion. Deux trucs intéressants, Khrouchtchev. Il est intéressant, Nikita. Et tu le diras à François Langlais. Nikita, il disait que l'Union soviétique dépasserait les États-Unis en 80, 20 ans plus tard. Il disait, regardez Poutnik, nous on va arriver au communisme en 1981, on dépassera. Et il faisait une démonstration mathématique. Les soviets et l'électricité, il disait. Non, mais ça c'était avant ça. C'était en 1917. D'accord. Mais c'était Lénine qui disait ça. Et il faisait une démonstration mathématique là-dessus. Et il y avait des intellectuels occidentaux à côté de leur pompe qui disaient oui, etc. Les mêmes qui soutenaient Mao par ailleurs, qui disaient que c'était vachement bien ce que faisait Mao. Donc ça, première erreur. Deuxième erreur, il attaque Cuba, enfin il met en place des missiles à Cuba parce qu'il se dit les États-Unis sont affaiblis par la baie des cochons de 61 de Kennedy. C'est un président jeune, inexpérimenté. Je vais y aller. Résultat, c'est lui qui se plante. Ouais, et il le renforce. Donc François Langlais, il faut qu'il... Non, mais François Langlais, écoute-le. Non, mais j'aime bien François, je le connais. Non, mais François Langlais et les autres. Il dit qu'il y a quelque chose d'inéluctable dans cette affaire quand même. Il n'y a rien d'inéluctable. Bien, ce sera la conclusion. Ce sera la conclusion. Merci de nous avoir suivis sur Bismart. Et on se retrouve demain.